Bonsoir à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier 19h de la semaine. Les sénatoriales approchent à grands pas, elles se dérouleront le 24 septembre prochain. La liste définitive des candidats sera dévoilée ce lundi et les partis sont d'ores et déjà en ordre de bataille pour convaincre les 424 grands électeurs du département. Pour parler de cette dernière élection de l'année, Abdoul Doukaini, le secrétaire adjoint départemental du parti Les Républicains, est l'invité de la rédaction. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce vendredi 8 septembre. Une réunion s'est tenue ce matin entre les parents d'élèves de Ouangani, le maire de la commune et le vice-rectorat. Objectif, trouver des solutions et permettre la levée des barrages érigés depuis la veille. Fin des rythmes scolaires, collation chaude. Quelles sont les avancées obtenues par les parents? Réponse en ouverture de votre journal. La parution officielle des statistiques indicateurs de la santé et du social a eu lieu mercredi. Objectif, proposer un résumé des principales données connues. Un Statis 2016 riche de 34 pages qui doit permettre de faire un état des lieux de l'existant et de le comparer à la métropole et à la Réunion. Retour sur les résultats au cours de cette édition. Le CUFR a débuté aujourd'hui son nouveau cycle de conférences et de rencontres publiques avec l'intervention de Mathilde Elson, doctorante qui a débuté sa thèse il y a 6 mois sur l'infortune à Mayotte. Quels sont les types d'infortunes sur l'île? Quelles en sont les causes et comment les contrer? Explication à la fin de votre journal. En éducation, ce vendredi, une réunion s'est tenue au sein du vice-rectorat afin de sortir du conflit que opposent les parents d'élèves de la commune de Ouangani à l'éducation nationale depuis le début de la rentrée scolaire. Ce matin, les mamans en colère ont de nouveau fermé les carrefours de la commune. Après plus de 3 heures de discussion, les deux parties semblent prêtes à faire des efforts malgré de nombreux désaccords. Les enfants de la commune pourraient donc reprendre le chemin des écoles ce lundi. Bastien Sabouret. Une réunion ce matin au vice-rectorat pour tenter de mettre fin au conflit. Les parents d'élèves ont fermé les carrefours de Coconi et de Ouangani. En cause principalement le rythme scolaire. Les élèves n'ont toujours pas de repas chaud à la cantine et les parents ne peuvent se libérer facilement pendant la pause du déjeuner pour venir chercher les enfants. Notre rôle a consisté à mettre en relation les différentes parties, y compris nous, pour faire en sorte que les écoles puissent être réouvertes, que les personnes puissent circuler. Et on ne souhaite qu'une seule chose, c'est que l'école fonctionne, que les enfants puissent aller à l'école. L'école est un bien précieux. Un échange de plus d'1h30 afin de négocier la fin du conflit s'est donc déroulé ce matin au cabinet du vice-rectorat. La satisfaction n'est pas totale pour des parents d'élèves qui demandaient l'annulation totale des rythmes scolaires et la délivrance de repas chauds, elle, reste en suspens. Le repas chaud, pour l'instant, c'est un point d'interrogation parce que le maire ne veut pas prendre un engagement sur ça, ni aussi le vice-recteur, parce qu'il ne peut pas prendre un repas chaud parce que c'est un circuit à respecter et que déjà il n'y a pas le local, le restaurant, la cantine scolaire, ils n'ont pas pour pouvoir mettre en place un repas, il faut avoir une cantine scolaire. La confrontation a eu lieu en présence du maire de Ouangani, qui de son côté se félicite de la tournure qu'a pris la confrontation. Tous les établissements qui sont en rotation, le problème de rythme scolaire est élevé, mais il y aura un temps de repos de 45 minutes. Et puis après, il y a 2 écoles qui n'ont pas de problème de rotation, telles que Barakani 2 et celui de Barakani maternelle. Eux, on va faire le rythme scolaire et pendant ce temps-là, en fait, on va faire tout le nécessaire pour que les parents aussi puissent s'adapter par rapport à la condition que nous avons actuellement. Le maire s'engage à placer des réfectoires provisoires dans ces derniers établissements d'ici les 4 mois à venir, afin que les enfants puissent se restaurer. Des réfrigérateurs, des jeux, des matelas sont promis pour combler cette pause méridienne. Les parents se sont de leur côté engagés à réouvrir les routes.
Autre sujet de tension dans le département, le port de Longoni. Ce vendredi, la présidente de Mayotte Channel Gateway, Idanel, était l'invitée de la matinale de Koisi. Au menu, bien évidemment, la situation au port de Longoni. La femme d'affaires très remontée a pointé du doigt notamment les transitaires, mais également certains élus départementaux à l'origine d'une procédure visant à résilier la délégation de services publics accordée en 2013. Et malgré ces conditions et son impopularité croissante, Idanel reste très sereine sur son avenir. Écoutons ses propos. Les gens de Mayotte voient juste leur ombrille. Ils ne voient pas plus loin. Mais les gens à Paris lire des choses. Les gens à La Réunion lire des choses. Ça veut dire que ça nuire le développement. Il faut que des Maorais décident est-ce qu'ils veulent développer ou s'ils veulent rester comme ils sont. S'ils veulent rester en 1980, mais c'est bon. À ce cas-là, ils me payent, je m'en vais. Je plante mon argent et je ne le laisserai pas ici. Je n'investirai plus un centime ici. Et c'est tout. L'avenir n'est pas... Moi, j'ai mon contrat, je sais, et moi j'exécute mon contrat, c'est tout. Si les 2-3 élus qui sont les leaders aujourd'hui, là, qui les posent dans le chapeau pour gérer tout ça, mais ne veulent pas travailler avec moi, bon, moi, dans 2 ans ils sont plus là, hein, il y en aura des nouveaux. Hein. Ça veut dire on attend les 2 ans que ça passe, et après on verra avec des nouveaux groupes, hein. C'est tout. Autre titre, l'apparition mercredi dernier du Statis 2016. Statis, statistiques et indicateurs de la santé et du social. Chaque année, l'ARS produit une déclinaison du document national. En plus de proposer un résumé des principales données, cette version locale permet surtout de comparer la situation de Mayotte à celle de la Réunion et de la métropole. Que faut-il retenir de ce nouveau rapport? Réponse dans ce reportage d'Amina Ariti et Leslie Vimenet. Le document d'une 30aine de pages se décline en plusieurs axes. Démographie et épidémiologie, équipement sanitaire, équipement médico-social et social, personnel ou encore protection sociale, tout est passé en revue. Ainsi, au fil des pages, le statiste dresse un état des lieux de la situation sanitaire et sociale de Mayotte en comparaison avec la Réunion et la métropole. Éric Mariotti, responsable du service études et statistiques de l'ARS, nous en donne quelques exemples. Globalement, c'est que déjà nous avons une population à Mayotte qui est beaucoup plus jeune qu'en métropole. On a une espérance de vie qui est encore en retrait par rapport aux repères métropolitains. C'est un territoire qui est quand même exposé aux maladies infectieuses. Au niveau des décès, les premières causes qui apparaissent, ce sont les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire. Je note quand même une amélioration en termes de l'offre de soins. On voit également l'augmentation importante des accouchements sur Mayotte. Et si le Statis est chaque année très attendu, ce n'est pas uniquement pour son caractère informatif. En effet, en raison des données qu'il contient, le Statis constitue pour les autorités une précieuse source d'informations dans laquelle elles pourront puiser, notamment dans le cadre de l'élaboration de politiques locales de santé. Au niveau de l'agence, l'ensemble des équipes sont mobilisées pour produire le prochain projet régional de santé. Notre service a été effectivement mobilisé pour produire des informations assez plus détaillées, avec des perspectives en termes de projection. Si certaines données font encore défaut, pour Éric Mariotti, il faut surtout saluer les progrès réalisés depuis 2011. Depuis 2011, déjà le premier constat, il y a une amélioration, notamment sur l'information que nous réussissons à mettre à disposition, tant en termes de précision que d'informations disponibles. Malheureusement encore, sur Mayotte, nous avons encore des informations qui ne sont pas disponibles, mais nous y travaillons de façon à ce qu'on améliore davantage l'information. Les choses vont donc en s'améliorant. Aussi, grâce au recensement 2017, l'édition 2018 n'en sera que davantage étoffée, avec un bilan démographique plus intéressant. Mais à l'heure où l'on parle, les disparités sont encore nombreuses, car comparées à la Réunion et la métropole, Mayotte a encore du pain sur la planche. Et enfin, pour ceux qui souhaiteraient prendre plus ample connaissance du Statis 2016, il suffit de se rendre sur le site de l'Agence régionale de santé Océan Indien.
Direction Sada, où depuis hier une formation est organisée pour les élus de la commune. 2 jours d'apprentissage pour ces non-professionnels de la politique. L'occasion d'acquérir les fondamentaux sur les missions des collectivités locales, le rôle des élus ou bien encore les notions de base sur les marchés publics et les finances. La formation est proposée par l'Institut supérieur des élus. Une action pour permettre aux élus de mener à bien une mission de gestionnaire dont ils font parfois l'objet de critiques. Le récit dans ce reportage. À la mairie de Sada, les élèves sont studieux et disciplinés. Autour de la table, une dizaine d'élus, conseillers municipaux, adjoints au maire et maires. Une des leçons du jour, les finances publiques. Moi, c'est mon premier mandat dans la politique. Donc cette formation m'a permis de voir certaines choses et d'évoluer ou d'avoir d'autres compétences ou d'autres lignées que je ne connaissais pas. Dans mes activités de tous les jours, je gère quand même des enveloppes budgétaires aussi. Donc voilà, c'était approfondir et avoir aussi des connaissances encore beaucoup plus pointues. Ça nous a quand même reconforté et reprécisé nos missions, à savoir le rôle. Et les délégations, bon, pour ceux qui ont des délégations, mais ça nous concerne tous, nous les élus. Une rencontre pour renforcer la capacité des élus locaux par la connaissance des missions des collectivités locales, des communes et du rôle des élus. Des fondamentaux essentiels pour ces acteurs de terrain dont les défis à relever sont nombreux. C'est nécessaire effectivement de former les élus pour qu'on puisse comprendre l'ampleur de la tâche qui nous attend dans le fonctionnement de nos municipalités parce que l'enjeu est de taille. Nous gérons des difficultés financières dans les communes alors que les besoins de la population sont énormes. Donc on a tout intérêt à s'armer pour mener à bien cette mission. 2 jours de formation menés par un enseignant de l'Institut supérieur des élus, également conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, venu témoigner de son parcours. Un agréable moment de partage. Au-delà de la formation, l'idée c'est d'avoir un échange participatif en fait avec les élus. Bien sûr, des points de connaissance, des points factuels où le formateur amène un certain nombre de données, mais surtout l'idée d'impliquer en fait les élus dans ces 2 journées. Et le travail se fait donc en bonne partie sur le mode participatif. Si être élu est devenu un métier qui s'apprend au fil des années, ici, on nous l'assure, l'élu n'est pas propriétaire de son mandat. Le 24 septembre prochain se tiendra dans le département l'élection sénatoriale, dernière élection de l'année. Les candidats partent désormais à la chasse aux voix des grands électeurs. En clé, un mandat de 6 années dans l'autre chambre parlementaire. Les partis sont d'ores et déjà mobilisés pour cette nouvelle bataille électorale au suffrage universel indirect. C'est le cas notamment du parti Les Républicains qui tiendra ce dimanche un grand congrès à Kanikeli. Avec nous en plateau, le secrétaire adjoint du parti LR 976. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Abdoul Doukaini. Bonsoir Sony. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous partez vers ces sénatoriales avec quel état d'esprit ? Toujours avec le même état d'esprit, c'est-à-dire c'est une élection majeure. On connaît la situation actuelle de Mayotte. Donc il s'agit de remporter ces élections pour faire en sorte à ce que notre député élu fraîchement, Mansour Kamaldine, issu de nos rangs, ne soit pas tout seul. Alors ce dimanche se tiendra un congrès à Kanikeli. Le mot d'ordre, ce sera serrer les rangs ? Le mot d'ordre, ça sera sans doute, oui, bien serrer les rangs, je dirais même bien serrer les rangs, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 17 communes, quand on dit communes, je parle de là des grands électeurs, naturellement. Nous en avons 6, pardon. En plus de cela, on a également des communes où nous avons beaucoup d'amis. Il y a également le conseil départemental où nous avons la majorité. Donc il s'agit de remobiliser nos troupes.
Mais si vous me permettez, ce congrès de dimanche le 10 à Kanikeli, le 10 septembre, avant tout, il s'agit d'un congrès pour remercier les électeurs et les électrices pour les élections législatives. Parce que le député Mansour Kamardine, à l'époque candidat, avait fait une promesse, avait dit où la commune où nous remporterons le plus de voix, dans cette commune-là, eh bien, nous irons remercier les électeurs. Donc là, il a tenu promesse, encore une fois, pour dire que c'est un homme quand même qui tient ses promesses, qui tient ses engagements. Donc ça va être fait à Kani le 10. Là, on invite l'ensemble des Maoris, pas uniquement les LR, parce qu'on sait qu'au second tour, Mansour Kamardine a été élu par l'ensemble des électeurs venant de tous bords. Donc il s'agit sincèrement de remercier ces électeurs-là, mais en même temps, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, de remobiliser les grands électeurs autour de nos deux candidats, à savoir le maire d'Okani, Ahmed Solihi, et également Hassan Harouna, l'ancien maire d'Akwa. Justement, vous le dites, Ahmed Solihi, maire de Kanikeli, et l'ancien maire de Hassan Harouna, investi au détriment d'un autre sénateur sortant, Abdourahmane Solihi, plus connu sous le nom de Ladjo. Tout d'abord, pourquoi ce choix d'avoir écarté Abdourahmane Solihi? Vous dites écarté, personne n'a été écarté. Personne ne se présente sans étiquette. Oui, mais le candidat investi par le parti, vous le connaissez, vous l'avez dit, il s'agit de M. Ahmed Solihi, maire de Kani, et Hassan Harouna, l'ancien maire d'Akwa. Non, personne n'a été écarté. Je rappelle que les candidatures c'était des candidatures ouvertes. Pendant une période, on va dire, d'un an environ, chacune, au sein de notre famille politique, avait la possibilité de déposer sa candidature. Il y avait six candidats, 6 personnes qui avaient postulé. Comme pour toute élection nationale, à savoir législative et sénatoriale, c'est Paris qui décide. C'est la commission d'investiture à Paris qui décide. Donc naturellement, la commission, quand elle a reçu les 6 candidatures, les 6 dossiers, elle a fait un choix. Et ce choix s'est porté sur le maire de Kani et puis sur le maire de Chikoni, mais vous connaissez ce qui s'est passé. Et donc finalement, ils ont reporté, en tout cas cette désignation a été favorable, bénéfique, on va dire, au monsieur Hassan Harouna. Donc personne n'a été écarté. Les statuts de notre parti qui le stipulent, qui le demandent, qui le veulent, sans choix, je vais dire, qui a été fait par la commission, et me semble-t-il, personne n'a été lésé. Toutes les candidatures étaient bien étudiées, et puis, à mon sens, c'est le bon choix. La commission, en tout cas, a fait le bon choix. Oui, mais est-ce que vous regrettez justement que Abdourahmane Solihi se présente sans étiquette? Vous le regrettez, ce choix de sa part? Je ne peux pas dire qu'une telle décision me rend joyeux ou me rend heureux. Non, je pense que chacun s'était engagé sur le fait que s'il n'a pas été désigné, il allait soutenir les autres candidats qui étaient investis. Malheureusement, ce choix n'a pas été respecté. Je le regrette profondément au nom du parti et à titre personnel également, je le regrette. Mais je rappelle... Est-ce que les grands électeurs ne risquent pas de se perdre justement avec... vous savez, nous effectuons actuellement des tournées. Nous rencontrons toutes les mairies, tous les maires, tous les grands électeurs. Nous discutons. Ce soir même, là, à l'heure où je vous parle, il y a une réunion qui se tient à la mairie de Chikoni où on essaie de recadrer, remobiliser nos troupes en faveur, pour un vote en faveur de nos 2 candidats, à savoir Ahmed Solihi, maire de Kani, je le répète, et Hassan Harouna, ancien maire d'Akwa. Vos candidats élus demain, est-ce que ce sont des parlementaires qui sont prêts à travailler avec la majorité présidentielle ou au contraire, elle se mettra à l'opposition? J'avais l'occasion de le dire ici une fois, j'étais l'invité de votre journal télévisé. Ouais. Vous savez, tout ce qui va à l'encontre des intérêts de Mayotte, qui va nuire au bon développement de Mayotte, sans doute nos candidats vont se positionner et ils vont voter contre. Et tout ce qui va en faveur, on va dire, du développement, de l'intérêt des Maoris, de Mayotte de manière générale, nos candidats vont se positionner, ils vont voter pour. Mais permettez, je parlais de Mansour Kamardine tout à l'heure, et je pense qu'il faut aussi des gens de la stature de Ahmed Solihi, maire actuel, qui connaît les difficultés parce qu'il est maire en exercice. Ouais.
Et puis également Hassan Harouna, qui était maire, qui comprend, qui connaît aussi les difficultés. Il était maire, il était plusieurs fois conseiller municipal, il était DGS, donc il connaît aussi les difficultés. Il faut que Mansour Kamardi ne soit pas tout seul. Il faut qu'il soit accompagné par aussi des hommes qui comprennent la situation, qui vivent la situation au jour le jour pour le bien de Mayotte. Merci Abdoul Doukaini d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci d'être avec nous. Il est 19h bientôt 20 minutes sur KTV. État des lieux du reste de l'actualité de ce vendredi 8 septembre dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Depuis quelques jours, une polémique est née sur les réseaux sociaux. En effet, l'agence de voyage en ligne mondeduvoyage.com propose la vente de billets d'avion à destination de Mayotte. Seulement problème, pour localiser l'aéroport de départ ou d'arrivée, un drapeau comorien apparaît en lieu et place du drapeau français. Lorsque l'on connaît les tensions géopolitiques entre la France et le pays voisin, il n'est pas étonnant d'apprendre qu'une pétition circule afin de réclamer que l'appartenance de l'île à la France soit correctement affichée. La pétition est d'ailleurs accompagnée d'un rappel de l'histoire mahoraise de 1841 à 2011 afin que l'agence corrige rapidement la copie, ce qui n'est pas encore le cas. De son côté, la compagnie Corsair International, qui a été vivement critiquée, a tenu à signaler que si ces vols étaient proposés par Monde du Voyage, elle n'était aucunement à l'origine de cette fâcheuse erreur. L'association Gueule d'Amour qui recueille les animaux errants est sur le point de fermer ses portes. En cause, jusqu'alors l'existence de la fourrière relevait de l'implication de la DAF et de ses subventions. À partir du 1er janvier 2018, les mairies doivent désormais prendre le relais, sans quoi la fourrière mais également le refuge vont disparaître. Les conséquences écologiques, sanitaires ou encore socio-économiques seraient alors multiples. Selon l'association, sans ces deux structures, il n'existera plus rien sur l'île pour les animaux de Mayotte. L'association demande ainsi aux municipalités de prendre les dispositions nécessaires afin de se mettre en conformité avec la loi, notamment par l'existence d'une fourrière sur le territoire. À noter qu'une pétition circule actuellement afin d'alerter les pouvoirs publics du danger en cas de disparition de Gueule d'Amour. Le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte vient d'annoncer que le diplôme d'université Valeurs de la République et Religion, créé en 2015, était reconduit pour l'année universitaire 2017-2018. Il fait désormais partie des diplômes d'université de formation civile et civique, labellisés par le ministère de l'Intérieur. L'objectif général de ce diplôme est de contribuer à une meilleure insertion de la pratique des religions dans le cadre des lois de la République. Cette formation universitaire a également pour but de permettre de mieux appréhender la diversité culturelle et religieuse de la société française contemporaine. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2017. Pour toutes les personnes intéressées, il convient de prendre contact avec le CUFR en se rendant sur place et en s'adressant à Madame Warda Alifa, en charge des inscriptions. Le CUFR de Dembéni a inauguré aujourd'hui son nouveau cycle de conférences et de rencontres publiques. Ce vendredi, l'université accueillait Mathilde Elson, doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Venue parler de l'infortune à Mayotte, son choix de lieu de thèse s'est porté en effet sur l'île aux parfums, une île qu'elle connaît bien pour y avoir effectué un séjour il y a plus de 10 ans. L'infortune, un terme défini à la fois comme le manque de fortune au sens littéral, mais aussi comme le manque de chance et de malheur. Focus sur les types, les causes et les soins contre l'infortune dans le département avec ce reportage d'Adèle Laurent. Mathilde Elson a débuté sa thèse sur l'infortune à Mayotte il y a 6 mois. Et ce midi, la doctorante a présenté ses jeunes travaux devant un amphithéâtre comble. Elle est revenue sur les travaux d'anthropologues qui ont travaillé sur les connaissances, savoirs et pratiques religieuses des Mahorais. Pour cette conférence, je me suis appuyée sur les livres essentiellement de Michael Lambeck, Human Spirit, et le deuxième c'est Knowledge and Practice in Mayotte, et le livre de Sophie Blanchy qui s'appelle La vie quotidienne à Mayotte, qui est plus connu ici. Alors ce qu'ils nous disent de l'infortune à Mayotte, ce sont à la fois les comportements, comment les Mahorais vivent ça au quotidien, mais aussi les pratiques, qui soient aussi bien liées au rituel de possession que à l'islam ou encore à la sorcellerie. Et j'ai essayé de développer tout ça. Quels sont les types d'infortunes sur l'île? Quelles en sont les causes et comment les contrer?
Mathilde Elson nous en dit plus. Les 3 types d'infortunes que j'avais nommés, c'était la misère, la maladie et la malchance. L'infortune, elle peut être causée par de nombreuses choses, mais entre autres, ça peut être par la jalousie, tout simplement, qui va donner le mauvais œil. Ça peut être aussi causé par des ensorcellements qui seraient envoyés par des personnes, justement en rivalité ou en jalousie. Par une maladie aussi voulue par Dieu, et là dans ce cas-là c'est plutôt vers l'hôpital ou vers l'islam qu'on va se tourner. Pour les contrées, à Mayotte, on va avoir plutôt tendance à se tourner vers les pratiques liées à l'islam, mais aussi vers l'hôpital, vers des institutions, et puis aussi des rituels de possession accessoirement. Et le sujet est vaste. Mathilde Elson compte donc rester plusieurs années sur l'île aux parfums afin de comprendre tous les tenants et aboutissants de son sujet de thèse. Rendez-vous dans quelques années pour en savoir plus sur l'ethnologie des pratiques et savoirs de l'infortune à Mayotte. Que retenir, c'est désormais votre rendez-vous du vendredi. Quels sont les moments marquants de l'actualité de la semaine? La réponse avec le rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Quel est le menu ce soir? Alors au menu, on a les rythmes scolaires bien sûr, on l'a vu en ouverture de ce journal. Encore une fois, qui reviennent sur le devant de la scène. On a également des choses positives, l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Majinga et Mayotte, et puis cette foire de l'artisanat qui a aussi occupé cette semaine. Et je vous propose justement de voir un petit florilège des réactions sur ces 3 sujets. Et nous, on a vu Monsieur le maire avec Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet à la cohésion sociale. Ils ont rencontré, il a été reçu pour expliquer les différentes mesures qu'on pouvait mettre en place. Je rappelle que nous avons mis, dans le cadre des fonds de soutien, 514 440 € à la disposition de la commune pour aménager ces rythmes scolaires. Il est bien clair que nous faisons tout pour répondre à cette attente. Aujourd'hui, donc, il y a un opérateur, notamment à Majinga, qui est en train de mettre en place une barge qui ferait plus de 60 mètres. Mais il faut savoir que le port de Longoni, c'est un port, donc je dirais, sous normes Céleso, qui fait qu'aujourd'hui, ce ne sera pas n'importe quel type de bateau qui pourra accoster et venir à Mayotte, mais ce sera aussi à cet armateur qui veut faire une ligne Tanzanie, Comores et Mayotte, pouvoir justement mettre son bateau aux normes pour pouvoir atterrir également sur le port de Longoni. Et ce sera une ouverture, je dirais, demain pour du conteneur et du reefer frais. La coopération régionale, c'est fabuleux, puisqu'on a rencontré tout un tas d'artisans qu'on ne connaissait pas, qui ne se connaissaient pas entre eux. On fait des projets en commun, ça se passe très bien, et ça permet aussi de créer du business. Donc, c'est un outil important et qu'il faut développer, d'abord pour le business, pour la connaissance des gens, et puis c'est aussi un facteur de paix. Voilà. Et puis, ça permet aussi de tirer l'économie de chaque pays vers le haut. Montage signé bien évidemment Leslie Vimenet. On débute, Pierre, cette rubrique avec les rythmes scolaires, sujet de tension une fois de plus cette semaine. Oui, ça fait des années que ça dure, des années qu'on revient sur ces rythmes scolaires. Il y a eu de nombreuses actions menées par les parents d'élèves de Ouangani, d'autres communes également. On tourne en rond sur ces rythmes scolaires. Maintenant, c'est vrai que on a entendu le discours aussi de la part du vice-rectorat qui a expliqué « Nous avons donné de l'argent à certaines communes pour aménager ces rythmes scolaires. Parfois, il n'a pas été utilisé à bon escient ou il n'a pas été utilisé. » Ça, c'est aussi une autre problématique dans ce vaste chantier que sont les rythmes scolaires, parce qu'il faut quand même expliquer que ces rythmes scolaires, ils ont été instaurés progressivement. Parfois, aussi, c'est ce qui a posé problème dans des écoles en rotation. Ça a été supprimé au fur et à mesure. Mais il continue d'y avoir un gros problème. Et ces rythmes scolaires, et c'est aussi pour ça qu'il faut le retenir, je crois, dans cette semaine d'actualité, c'est que ça va aussi revenir sur le devant de la scène la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a la grève du 12 septembre et que tous les syndicats en grève de l'éducation nationale, à savoir le SNUPP-FSU, le SNES-FSU et la CGT Éducation, revendiquent la fin des rythmes scolaires, ou en tout cas des rythmes scolaires qui soient plus adaptés aux réalités du territoire. Alors l'actualité dans le département, c'est également des bonnes nouvelles avec cette nouvelle liaison maritime entre Majinga et Longoni.
Oui, alors là, on se projette un petit peu parce que pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est vrai qu'il y a eu des discussions. On peut déjà espérer. Hein. Effectivement, on peut déjà espérer, et c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que c'est une très bonne nouvelle. Si ça se fait, ça sera une excellente nouvelle. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a des projets qui doivent voir le jour entre Mayotte, Majunga, mais aussi Mayotte et Madagascar. Mayotte et aussi tous les pays qui l'entourent, tous les territoires qui l'entourent dans l'océan Indien. Malheureusement, c'est pas le cas. Il n'y a pas suffisamment de choses. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle liaison. Aussi pour le commercial, c'est important. C'est vrai qu'on se souvient de ce projet de viande, d'abattoir. Ça n'a pas été le cas. Là, les élus reviennent avec un projet qui n'est pas forcément un projet de Mayotte. En tout cas, l'armateur ne serait pas forcément à Mayotte, il serait plutôt à Majunga. Mais quoi qu'il en soit, ça sera une très bonne nouvelle pour l'économie. Et puis aussi pour ce port de Longoni, parce qu'on l'a encore vu, ce port, il va falloir qu'à un moment donné, les choses se règlent, qu'il devienne véritablement un port régional, un hub régional, et que voilà, il y a un véritable développement à Longoni. Et forcément, ce développement, il se développera, il agira sur tout le territoire. Alors l'espoir d'une vraie coopération régionale apparaît, et on peut applaudir un autre succès, c'est le 5e forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien, place de la République. Ça se termine ce dimanche. Tout à fait, justement, alors la coopération régionale, on est en plein dedans, et là ça fonctionne très très bien, de mieux en mieux. Je crois qu'il faut féliciter tous les organisateurs, parce que c'est la 5e édition, et on voit que d'année en année, déjà le public est au rendez-vous, les exposants sont au rendez-vous, et puis il y a quand même une qualité, on voit des artistes, on voit aussi des artisans qui viennent de toute la région, et c'est vraiment un bel événement. Je crois que c'était aussi important d'en parler, de le mettre en avant. Il a vraiment marqué toute cette semaine d'actualité. On a essayé d'être au plus près de l'événement, et voilà, de parler des uns et des autres. On parlait de coopération régionale, là vraiment on a l'exemple. Ça peut fonctionner, il faut juste de la volonté, et que chacun se mette autour d'une table et se dise c'est dans l'intérêt de tous qu'on doit coopérer. Et on croise les doigts pour cela. Merci Pierre Bellucci pour ce retour de l'actualité de la semaine. Merci également à vous de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce vendredi. Retour de l'information lundi à 6h, la matinale de Kwesi. Je vous retrouve quant à moi à 19h pour une nouvelle semaine d'actualité. Excellent week-end à tous sur KTV.